Bonjour, je suis Xander. Quand on revient en Europe, on retrouve les problèmes de l'Europe, qui ne sont pas les problèmes du reste du monde. Et on retrouve aussi les comportements de nos compatriotes. C'est la terre de France. Je suis revenu à l'endroit, bien sûr, où j'ai posé depuis un certain temps mes bagages. Et comme je t'ai dit, c'est près d'une plage. La mer est encore froide en cette saison, la Méditerranée. Mais les gens vont quand même se mettre sur la plage et profiter du soleil. Donc, il y avait une jeune mère de famille, jeune, mince, et sans doute une autre jeune femme qui pouvait être sa sœur plus jeune. Une poussette et deux enfants qui étaient peut-être de l'âge de 8 ans et 9 ans, ou 7 ans et 9 ans. Et cette jeune mère de famille, elle n'était pas à plaindre. Elle avait sur elle tout un ensemble de vêtements qu'on peut identifier facilement et qui montraient qu'il y avait de l'argent. Tu sais, elle avait ses pantalons, ses jeans qui sont à la mode et qui sont déchirés, carrément au niveau du genou. C'est-à-dire que tu tires un peu dessus, il y a la moitié de la jambe du pantalon qui se barre. Et on les vend comme ça. Peut-être tu en portes, parce que c'est la mode. Et t'imagines, nos grands-mères, tu serais venu avec ce genre de fringues il y a 50 ans, ils auraient dit, mais oh là là, je vais le recoudre, il faut que je le reprise. Faut que je reprise. Mon pauvre, ma pauvre, qu'est-ce que tu as fait à ton pantalon? Tu peux pas sortir comme ça. Tu te rends pas compte? Il y a un grand trou. On les vend comme ça. Ils sont même plus chers que les autres. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que la mode, c'est vraiment quelque chose où tu peux prendre en flagrant délit la manière dont on nous méprise. On les vend, ces jeans qui sont très à la mode. Et moi, je dis une chose, c'est que je demande vraiment à Dieu de me faire mourir avant que la mode en vienne à nous faire promener dans la rue tout nu avec une plume dans le cul. Je dis, mon Dieu, fais que je meure avant ça, parce que ça, je ne veux pas vivre ça. Par la mode, tu peux faire gober ce que tu veux à un être humain. C'est la mode, parce qu'il doit être comme les autres. Mais bon sang, mais quel plaisir y a-t-il à être comme tout le monde? C'est un truc, alors sincèrement là, je n'ai jamais compris ça. Je ne dois pas être normal, je dois avoir un pet au casque, comme on dit, il y a un défaut quelque part, je n'ai jamais pigé cette histoire. Être comme tout le monde. Donc, elle avait donc les éléments qui sont ces codes d'identification qui montrent elle est bien dans le vent. Il y avait aussi des petits tatouages un peu élégants au niveau des bras, mais discrets, enfin, classe en même temps. Et cette jeune femme, qui était jolie en plus, hein, la trentaine, elle ne retrouvait pas les chaussures, qui étaient d'ailleurs, il y avait un des enfants, elle avait retrouvé les chaussures. On voit bien que c'est des chaussures qui sont assez chères, des petites chaussures à la mode. Et là, elle ne retrouvait pas la deuxième paire de chaussures. Et ce qui est sorti de sa bouche à ce moment-là pour parler à ses enfants, la chair de sa chair, c'était moche. C'était des ordures, c'était des injures. C'était, mais c'était là, putain, abruti, t'es un con. Des enfants de 8, 9 ans. Une mère aussi classe, aussi jolie, et qui parle à ses enfants comme ça, et qui d'ailleurs avait l'attitude typique des enfants qui ont l'habitude de recevoir ces coups de fouet qui sont dans les mots, parce que chaque mot est un coup de fouet qu'on donne à un être humain. Ça, c'est une offense, c'est une atteinte à sa dignité, à son statut princier, parce que même si ce sont des enfants, ce sont des princes et des princesses, et on se fout qu'ils soient d'un milieu bourgeois, bobo, tout ce qu'on... Ce n'est pas le problème, c'est pas la question. Quelle que soit l'origine, c'est de toute façon prince et princesse, c'est le statut humain. Et donc, ils réagissaient de façon tout à fait inerte, passive, parce qu'ils avaient l'habitude que leur maman... Et en l'espace de 5 minutes, j'ai entendu un flot d'ordures, de mots orduriers sur ces enfants. Et je me suis dit, mais cette jeune femme qui était jolie, elle en était devenue laide. Elle était laide. Est-ce que cette jeune femme sait que ce qu'elle se prépare pour plus tard, c'est qu'ils vont lui parler pareil quand ils auront 13, 14 ans? Ils vont utiliser des mots orduriers pour lui parler à leur mère. Parce qu'ils ont déjà été traités comme ça. C'est-à-dire qu'elle est en train de leur donner une éducation, qui est une éducation de l'offense verbale. Comment tu parles à ton prochain, comment tu parles à ton frère, à ta sœur, comment tu parles à ton enfant, comment tu parles à ton parent, comment tu parles à ton collègue. C'est très important.
Et c'est bizarre parce que c'est vrai qu'on va dire que c'est des conventions. Alors maintenant, on est à l'époque où il ne faut plus rien dire au niveau des genres. Les hommes et les femmes, c'est pareil. C'est très bien. C'est très bien à certains égards. Parce que ça remet en place certaines choses qui étaient des mauvaises habitudes. Une façon de traiter la femme qui était dégradante. Donc c'est très bien. Mais il y a une chose qui était associée, je dirais, à la féminité, c'était justement une certaine forme de beauté. C'est-à-dire que la femme n'avait pas un langage ordurier. La femme n'avait pas un langage qui était grossier. On laissait ça aux hommes. Et qu'est-ce que c'est que le langage grossier? Bah, c'est une arme. Chez l'homme, c'est une carapace. Comme je t'ai déjà dit, l'homme, il a passé sa vie, les hommes passent leur vie à se faire des carapaces. Forcément, à la base, cette histoire de feuilles de vigne, ça commence là. On te dit Adam et Ève, et puis ils voient qu'ils sont nus. Tu as déjà vu une femme être gênée par sa nudité? Les femmes ne sont jamais gênées par leur nudité. Jamais. C'est l'homme qui est gêné. Le truc qui pendouille, là, quel que soit le calibre, c'est un truc, il a toujours voulu protéger ça. Comme je t'ai dit, n'importe quel animal qui passe à côté, il te mord le truc, c'est foutu. Donc tu comprends que l'homme, il a commencé par faire un truc, c'est à mettre une carapace, déjà à le planquer, ce truc-là, à le protéger. Tu fous un coup là-dedans, c'est mort. Hein. L'homme est d'une fragilité. La vérité de l'homme, c'est d'une fragilité. Donc les mots grossiers, oui, s'il vous plaît, ne nous enlevez pas ça. Laissez-nous la grossièreté à nous les hommes. Maintenant, les femmes se mettent à être grossières. Mais qu'est-ce qui nous reste, nous? Bah oui, parce qu'on nous enlève finalement une carapace, une cuirasse. Alors tu vas me dire, bon, c'est complètement nul ton raisonnement. Mais quelque part, il y a quelque chose, je dirais. Ce que je veux dire par là, c'est que la grossièreté n'est pas le signe de force. Et il faut bien distinguer, je te l'ai déjà dit, la grossièreté de la vulgarité. Moi, je suis grossier, je sais, parce que je suis en colère. Il y a des moments. Ce que je vois, il y a l'émotion. Mais ce que faisait cette maman, c'était la vulgarité. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de raison d'avoir une émotion énorme et de donner des coups de fouet comme ça par les mots à ses enfants. Mais c'est parce que c'était son parler naturel. Elle était naturellement comme ça. Oh putain, merde, etc., fais chier. C'est comme ça qu'on parle maintenant. Et les femmes qu'on associe à quelque chose de plus délicat, de plus beau, de plus noble que nous, mais finalement de plus fort. Parce que quand tu n'emploies pas des mots qui sont des mots grossiers hors contexte, hors émotion violente, hein, Cambronne qui dit à Napoléon, vous direz à l'empereur que je lui dis merde, le mot de Cambronne, parce que Napoléon allait lui faire un truc qui était suicidaire. Il allait perdre plein d'hommes, et donc Cambronne, le général Cambronne a dit, bon, je lui dirais que je lui dis merde. Mais c'était dans le contexte. C'est grossier, c'est pas vulgaire. Mais là, cette maman, elle était vulgaire. La vulgarité, c'est devenu général. Alors, deux réflexions. D'abord, effectivement, les femmes maintenant parlent comme les hommes, donc jurent comme des charretiers, comme on dit. Et quelque part, elles sont devenues comme nous, mais ça fait créler dans leur bouche. Et quelque part aussi, elles sont devenues aussi faibles que nous, les hommes, qui avons besoin d'affirmer par des mots, par la vulgarité quelquefois, une sorte de virilité ou je ne sais quoi, qui est en fait le signe d'une faiblesse. Voilà, parce que c'est ça, hein, toutes ces carapaces. Et quelque part, ça m'a fait mal pour les gosses. Parce que je les ai vus, ils étaient là, ils ont l'habitude de recevoir les coups de fouet de leur mère, les fouets par la parole. Cette si jolie maman, si à la mode avec ses jeans déchirés au niveau du genou, comme il faut. Le problème, c'est que quelque part, au lieu de projeter ses enfants dans du positif, elle les enferme dans de la négativité. C'est que quand ils auront eux-mêmes des problèmes, ils vont eux-mêmes se mettre à avoir la même attitude. Parce qu'en fait, pas retrouver les chaussures d'un des deux enfants, c'est vrai que c'est agaçant, je comprends. Mais est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que ça peut amener à ce torrent de je ne sais quoi qui d'un seul coup, tu sens que tout devient moche par des mots. Donc comment tu vas être? Comment tu vas vibrer dans ta vie? Tu vas aussi avoir un retour de ça dans ta vie. C'est-à-dire que tu fabriques ce monde. C'est pour ça que la négativité, si, on a le droit d'en parler. Parce que la négativité, elle est là dans les mots des gens. Alors qu'ils sont si propres sur eux, qu'ils ont vraiment des jolies choses sur eux. Enfin, ou des choses qui sont, tu vois, qui font qu'ils sont dans les codes. Mais ce qui sort de leur bouche, Jésus disait, c'est pas ce qui rentre dans le corps qui nous rend impurs. Hein. Bon, lui, il parlait des interdits alimentaires, c'est ce qui sort de notre bouche et ce qui vient de notre esprit. Ce qui sort de notre bouche, c'est ça. C'est tellement, tellement important. Et donc, finalement, quand tu envoies de l'amour aux gens, tu vas voir revenir de l'amour. Mais quand tu envoies des choses comme ça à tes enfants, t'imagines ce que ça peut faire.
Donc, il y a comme ça dans les familles des espèces d'ambiance avec une espèce de continuelle utilisation hors propos. Il n'y a pas d'émotion de colère, il n'y a pas de façon, il n'y a pas de nécessité de marquer le coup. On est perpétuellement avec des mots grossiers, des mots orduriers. Et ça, il faut comprendre que ça crée, tu te crées ta camisole. Moi, je voudrais dire aux gens, vous créez votre propre ambiance de merde. Vous vivez, vous dites tout le temps merde, putain, fais chier, etc. Mais vous créez vous-même ça. Et ce que tu vas créer autour de toi, ça va revenir vers toi. Ça va créer de la malchance, ça va créer des emmerdes. Disant j'en ai marre, fais chier, j'ai que des emmerdes. Mais tu les fabriques. Parce qu'au lieu de voir dans la vie le positif, de dire le positif, de formuler ce que tu veux en positif, tu formules que ce négatif, donc tu attires ce négatif. Il va revenir dans ta vie au centuple. Et c'est comme ça que c'est. Et déjà, comment tu vas vivre, comment tu vas vibrer ta vie, tu vas finalement, je dirais, tu es en disposition dès le matin de ce genre de choses, de passer une journée de merde avec les gosses qui te font chier à mort, etc. Je veux dire, voilà, tout ce langage en France, mais c'est dans toutes les langues. Avec le mot fuck en anglais, certains Américains ne peuvent pas faire une phrase sans qu'il y ait le mot fuck. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Est-ce qu'on est en train de baiser toutes les 5 minutes? Est-ce que d'ailleurs l'amour c'est baiser? Non, non, mais c'est tout le temps. Donc je me suis dit, voilà, tu vas à l'autre bout du monde, tu vois certains types de problèmes, mais quand même, je dois dire, pas autant de vulgarité que chez nous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui chez nous s'est mis en place, une espèce d'esprit de négativité générale qui est assez puissant. Il y a toujours des choses à regarder chez les autres peuples qui sont intéressantes. Allons voir ce que font les autres. Et on apprend toujours des choses. On peut évoluer, on peut grandir. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que voyage autant que tu peux. Mais essaye de voyager en dehors de ton système, peut-être que tu as pris parce que tu veux avoir voilà, un certain type de confort. Va chez l'habitant. Je t'assure que c'est sûr. Tu pourras identifier au moins 15 différentes classes de cafards. Et tu prends la douche dehors et voilà. Mais tu attends ton tour en plus. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que tu vas voir les vrais gens, tu vas voir des gens comment ils vivent. Et tu vas comprendre qu'ils ont des trucs qui sont géniaux. En Thaïlande, ils ont une chose qui est géniale, c'est qu'ils se remercient et avec un sourire, ils joignent les mains et ils disent merci. Hein. Bon, pour les hommes, c'est Kop Kung Krap. Kop Kung Ka pour les femmes, c'est différencié, tu vois. Eux, ils sont genrés. Hein. Eux, ils sont pas comme nous, ils sont pas encore dans nos trucs, ils sont très genrés. Mais je veux dire, par contre, ils sont très bien dans leur peau. Hein. Alors là, tu sens qu'ils sont bien dans leur peau. Hein. Ça, c'est pas ils sentent bien. Mais bon, bref. Et puis d'ailleurs, là-bas aussi, si on pourrait dire, oui, mais vous savez, machin, bien dans votre peau, vous parlez des genres. Ah non, mais là-bas, il y a plein de ladyboys. Hein. Et ils sentent très bien aussi. Hein. Ils ont de l'avance sur nous, mais ils s'en foutent royalement et ça fait très longtemps. Ça te montre que quelque part, tous ces trucs qu'on fait par des lois, des machins, de l'idéologie, des gars qui vont sur des plateaux télé et qui te saoulent, des gars ou des bonnes femmes qui te saoulent les oreilles avec tout un tas de choses sur le genre ou l'orientation sexuelle, là, ça se fait naturellement. Parce que pourquoi en parler de façon... C'est la vie privée de chacun. Qu'est-ce qu'on vient emmerder tout le monde là-dessus? Mais il y a des endroits, il y a des peuples, il y a longtemps qu'ils font ce qu'ils ont envie. Les garçons qui ont envie d'être des filles, ils sont des filles. Les filles qui ont envie d'être des garçons, c'est comme ça, dans l'autre sens. Et personne, tout le monde s'en fout. Tu comprends? C'est naturel. Bref. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas lié à ça, hein. Bon, l'histoire du remerciement. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a le merci qui est partout. Avec sa formule, un con crap ou crap qui veut dire merci. Là, tu vois un peuple, tu dis, mais si tout le monde était comme ça, mais franchement, ça met vraiment de l'huile dans les rapports humains. C'est qu'il n'y a pas de vulgarité. C'est qu'il n'y a pas de... Ça crée tout de suite une ambiance qui est très agréable, très paisible. Et c'est... Alors, il y en a qui diront, oui, monsieur de l'hypocrisie, c'est faux cul. Bah écoute, si tu as envie tout le temps de vivre dans un monde où tout est tranchant en lame de rasoir, ça te regarde. Mais si tu veux un monde qui est un peu différent, où les gens sont aimables, tu vas remarquer une chose, ça te met tout de suite de l'huile dans les rapports et c'est très plaisant. Donc moi, j'ai jamais vu, je comprends pas le thaïlandais, hein, mais j'ai jamais vu une maman thaïlandaise qui ramassait ses gosses comme j'ai vu la maman française le faire. Avec ce côté où tu te dis, mais les gosses, ils prennent des coups de fouet, hein. Et ils ont l'habitude, les gamins. Mais je peux te dire que tout ce qu'ils accumulent là, ça ressortira un jour. Et la mère va s'étonner que, ah mais t'as vu comment il me parle? Oui, mais t'as vu comment tu lui parlais quand il avait 9 ans? T'as réfléchi? Qu'est-ce que tu sors à travers ça? Qu'est-ce qui sort de toi?
Ça va pas dans ta vie, tu n'es pas contente. Pourtant, tu as tous les trucs, on dirait que tu as tout ce qu'il faut pour être heureuse. Tu as même le jeans là, déchiré comme il faut, là, qui coûte une blinde. Tu n'es pas contente? Pourquoi tu es comme ça? C'est pas cool. Tu vois ce que je veux dire par là, c'est que je veux pas te critiquer, mais ce qu'il y a, c'est que si tu envoies la négativité en dehors de toi, elle va te revenir un jour. Parce que le pire, c'est les gosses. Le pire, c'est les enfants. Comment tu parles à tes enfants, comment tu traites tes enfants. Mais là, tu te prépares, comme on dit, des charbons ardents sur ta tête pour plus tard, hein. C'est-à-dire que là, c'est sûr que ça va te revenir en boomerang. Le gosse, si tu connais, tu sais quel est le deuxième nom d'un enfant? Le deuxième nom d'un gosse, boomerang. Tous les enfants s'appellent boomerang. Tous les enfants sont australiens. Tu fais un gosse, tu crois qu'il est français, tu crois qu'il est belge, tu crois qu'il est espagnol. Non, non. Sa vraie nationalité, c'est australienne. Parce que eux, tous les enfants, ils font un tour par l'Australie parce qu'ils te reviennent dans la gueule un jour ou l'autre. Tout ce que tu fais sur eux, ça te revient dans la tronche. Tu es sûr? Donc, ne joue pas avec ça. La première chose qu'on te confie pour jouer à Dieu, parce qu'on va t'apprendre à jouer à Dieu. Être parent, c'est être un Dieu. Pour ton gosse, tu es un Dieu. Parce qu'il ne faut pas croire, ton enfant, il t'aime. Il a besoin de ton amour. Et donc, quelque part, il est peut-être insupportable, mais c'est un job d'éduquer un enfant. Mais justement, si tu n'as pas envie de te coltiner cette énorme corvée, parce que c'est une sacrée corvée, mais n'en fais pas. Laisse ceux qui ont envie de se taper ça le faire. Mais si tu as décidé de le faire, tu le fais bien. T'assumes. Bah oui, tu es un être humain ou t'es quoi? Parce que si toi-même tu as un enfant qui n'est pas fini, tu as un enfant, bah, tu vas passer ton temps effectivement à engueuler l'enfant parce que il va être responsable de tellement de choses. Un enfant, il ne sait pas. Un enfant, il ne sait pas. Et on voyait bien que les enfants, ils étaient là, ils y regardaient le sable, ils essayaient de trouver leur godasse, ils étaient paralysés, quoi, les gamins. Alors en même temps, c'était pas une mère, on voyait bien, c'était pas une mère qui frappait. Non, non, c'est pas la mère genre indigne, c'était pas la famille. Non, non, c'est pas ça. C'est qu'elle utilisait des mots, et ces mots, c'était comme des fouets. Qui ne l'a pas vu dans beaucoup de familles? Ou le parler vulgaire, le parler comme ça, il est devenu, c'est le langage normal. Celui aussi que les médias t'ont appris à avoir. C'est comme ça qu'il faut causer. Donc, quand on va ailleurs, on voit que les gens se comportent différemment, qu'il y a aussi des rapports différents. Et j'ai vu que une chose qui est extrêmement forte en Asie, c'est l'attachement des enfants, même adultes, avec leurs parents. Et ils ne vont pas te les foutre dans les EHPAD, hein. Ça, c'est hors de question. Ils sont à la maison. Ils meurent à la maison. Ils font sous yeux, hein, des fois, les parents, hein. Parce que là, la maman toute fraîche, toute jeune, moi, je te la prends. Elle avait 30 ans. Tape-lui 40 ans de plus. On va voir où elle en est. Où en est sa combi de survie, là, le corps, tu sais? Où ça en est? La si jolie, la si fraîche, là, sur la pimpante. Je veux dire, comment on finit, c'est jamais terrible, hein. C'est jamais terrible. Il vaut mieux, dans ce cas-là, que tes gosses t'aiment, hein. Parce que sinon, c'est... Après, ils te foutent dans un truc qui s'appelle une maison de retraite, un EHPAD, etc. Donc des mouroirs. Où tu as des gens qui ne sont pas de ton sang, qui vont s'occuper de toi. Mais ils ne vont pas bien te traiter parce que tu n'es pas leur sang. Tu n'es rien pour eux. Donc de toute façon, tu vas déguster. On a toujours les conséquences de ce qu'on a préparé. Pourquoi on va dire, il y a besoin de soins médicalisés. Mais attends. Je te demande un truc tout simple. À l'époque médiévale, ils étaient où les EHPAD? Ça s'appelait comment? C'était, je sais pas, il y avait des EHPAD fortifiés, avec des ponts-levis, des machins. On les payait comment? Il y en avait pour les serfs ou c'était que pour les aristocrates et les nobles? Mais qu'on arrête de se foutre de notre gueule. On a mis en place des systèmes et on se plaint ensuite de l'inhumanité de ces systèmes. Quand il y a eu l'épisode là où on a isolé les gens chez eux, là, on a pris des mesures qui sont des mesures soi-disant pour les protéger. Les personnes âgées de leur famille étaient dans des EHPAD où ils ne pouvaient plus avoir accès, où elles sont mortes sans qu'ils puissent les revoir. C'est bien ça. Si ça avait été à la maison, ils auraient peut-être pu leur dire un dernier au revoir. Et peut-être même que ces personnes ne seraient pas mortes. On ne sait pas, on peut se poser plein de questions, mais au moins elles seraient mortes dans un milieu en voyant les leurs, dans leur famille. Il y a plein de questions qu'il faut se poser aujourd'hui sur le fonctionnement de nos sociétés, ou comment se comportent les gens, comment on a l'habitude maintenant de fonctionner. Pour revenir aux enfants, un enfant, c'est une projection. Ça commence avec le prénom. Quand les parents choisissent le prénom d'un enfant, c'est extrêmement important. Parce que déjà, avant que l'enfant vienne, qu'il soit là, même si on le voit maintenant avec des processus, des procédés scientifiques qui permettent d'échographie et autres, de voir l'enfant dans le ventre de la mère et de voir son développement, mais l'enfant va exister déjà comme une projection mentale des parents.
il va avoir un prénom. Et tu sais que ton prénom, regarde bien ton prénom, tu dois connaître le sens de ton prénom. Il n'y a quasiment aucun prénom qui n'a pas un sens. Donc j'ai demandé à des parents. Et là, tu te rends compte qu'ils ont tous des noms qui veulent dire quelque chose de vachement compliqué et vachement puissant souvent. Ça veut dire que ton enfant, quand les êtres humains font des enfants, ce ne sont pas à nouveau des morceaux de viande. Il existe d'abord à l'intérieur dans ta tête. Et parce que, je t'ai dit, on n'est que des vibrations d'énergie. Donc c'est une vibration d'énergie que tu projettes dans le monde. Regarde ton prénom, parce que ton prénom te donne déjà une partie de ta mission de vie, probablement. Il ne donne pas que ton identité, il va donner ce que... Parce que tes parents n'ont pas eu un fantasme d'un enfant. Les parents voient ce que tu vas. Ils voient ton âme avant que tu arrives. Et c'est pour ça qu'ils vont te donner un prénom qui est en fonction de ce qu'ils ont vu de toi, de ton identité. Et quelque part, c'est cet acte d'amour déjà, de reconnaissance de ce que tu es. Voilà, ce que tu es, tu vas venir en tant que tel. Alors comment est-ce qu'ensuite, quand on a l'enfant qui est un système évolutif perpétuel, mais extrêmement rapide, tout être humain, c'est un système évolutif. Je veux dire, l'être humain n'est jamais fixe. Faut jamais... On part du principe, tout le monde part du principe qu'on est entouré de choses qui sont stables. C'est juste un processus qui est sous tes yeux. L'être humain, c'est un processus. Même après qu'il a passé la vingtaine, c'est toujours un processus évolutif. C'est jamais la même personne que tu revois. Et les enfants, c'est encore pire, parce que ça va extrêmement vite. Donc, quelque part, cette projection qu'on a de l'enfant, il existe déjà en nous. Et après, comment tu vas le traiter si tu le traites comme de la viande, comme une créature qui est organique? Comment c'est possible? Donc, si tu veux que ton enfant soit noble, c'est ça, moi j'en reviens à ça, qu'il soit garçon ou fille, si tu veux qu'il soit grand, il faut le traiter avec grandeur. On ne peut pas faire quelqu'un qui est digne, quelqu'un qui a cette espèce de statut de noblesse. Tous les êtres humains doivent être traités de cette manière-là et devraient devenir ça. Donc, quand on dit après, oh, les lois, le gouvernement, la corruption, oui, mais d'accord, tant que tu veux, t'as raison. Mais il y a un truc, c'est que là, si tu as décidé d'avoir des enfants, tu peux déjà essayer de faire quelque chose avec ton enfant. Et si tu le traites en prince ou en princesse, ça ne veut pas dire que tu le traites en enfant pour y gâter, pas du tout. Mais qu'au lieu de le fouetter avec des mots humiliants et offensants, on va lui dire t'es con, oh putain merde, qu'est-ce que t'es con, un enfant de 9 ans, tu le ravales, tu le dégrades, comment il va pouvoir grandir, comment son âme va pouvoir grandir, son estime de lui-même. Il va devoir se coltiner avec ça. Donc déjà, comment tu vas parler à l'enfant, tu vas pouvoir en faire quelqu'un qui va être une projection de toi-même, si tu veux, bien sûr, une version de toi-même, mais en mieux. Toi, tu as peut-être des problèmes, on t'a peut-être mal parlé, on t'a peut-être justement traité comme de la merde. Tes parents t'ont peut-être négligé, t'ont peut-être humilié, t'ont peut-être rabaissé. Mais toi, est-ce que tu es obligé de faire pareil? Non. Tu peux justement faire quelque chose de mieux. Tu peux justement avoir cette démarche de dire, ah non, moi non. Non. Moi, je vais en faire quelqu'un de différent. C'est très important, on dirait qu'il n'y a plus ça chez les gens. Ils veulent simplement que les gosses fassent des études, gagnent de l'argent. Mais on s'en fout des études. Les études, c'est quoi? C'est juste rentrer dans un moule où tu vas prendre des claques. Dans les entreprises, est-ce que les gens vivent de l'épanouissement? Qui est épanoui actuellement des entreprises? On nous vend encore cette merde? Qui y croit? Tu y crois, toi? C'est pas ça que ton épanouissement, il va être ailleurs. Tu as besoin de travailler. Tu peux faire une conjonction entre ton travail. Mais comment tu prends ton travail, ça va être en fonction de ta personnalité, de ton éducation. Tout ce que tu as été, comment on t'a façonné finalement. Et ça, c'est cette aventure, c'est quelque chose qui t'appartient. Cette jeunesse, c'est quelque chose qui est à toi. Après, peut-être que les patrons, que ceci, que cela, pourra venir te bousiller ta vie. Mais comme tu auras déjà ce trésor de l'éducation qu'on t'aura donné, qui peut t'attaquer? Qui peut te foutre en l'air? Et si tu ne l'as pas eu, toi, donne-le à tes enfants. Fais-en des princes et des princesses. Donc d'abord, non pas des êtres capricieux, parce qu'un prince et une princesse, c'est quelqu'un qui est humble. Tu lui apprends l'humilité. Mais l'humilité, on ne l'apprend pas en humiliant quelqu'un. Humilité, ça veut dire humus, le sol. Humilité, c'est quelqu'un qui est capable de se mettre au niveau du sol. Mais bizarrement, on n'obtient pas ça d'un être humain en l'humiliant, en le mettant face contre terre, c'est-à-dire je te force à avoir le visage contre terre. C'est qu'on lui apprend la noblesse de l'humilité. Les chevaliers, les princesses, les reines, les rois sont des gens qui savent effectivement aller vers les gens plus humbles, se mettre à leur niveau, parce qu'ils sont nobles, parce qu'ils savent exactement ce qu'ils sont. On est pareil.
Dans les pays, alors là, je reviens à mon exemple, c'est pas bien sûr le paradis sur Terre, bien que ça y ressemble un petit peu, hein. Si tu vas en Thaïlande, tu vas dire, j'ai envie d'y rester. Moi, je t'assure, je suis parti à regret. Et je préfère à la Chine, où malheureusement, le marxisme a enlevé justement toute la spiritualité. Mais là, on a une spiritualité bouddhiste. Et tu vois une chose, c'est qu'il y a quelque part un respect de la vie, respect de la vie humaine, respect des animaux. Il y a quelque chose. Donc là où il y a effectivement, on a gardé ce lien, ce sentiment qu'il y a quelque chose de sacré, de miraculeux dans la vie, eh bien, il y a un comportement qui va s'harmoniser différemment. On ne pourra pas avoir des sociétés où on se respectera, où il y aura cette espèce de douceur de vivre, si on n'en revient pas à reconnaître un minimum de sacré dans la vie. Et à partir de là, beaucoup de choses viennent, je dirais, découlent. On ne peut pas à ce moment-là parler à son parent en l'insultant. On ne peut pas maltraiter son parent. On ne peut pas insulter son enfant. Parce qu'on sait très bien que c'est pas une partie de soi. C'est pas une propriété. C'est pas comme le jean déchiré au bon endroit que tu as acheté. Parce que c'est ça peut-être son gosse pour cette dame. À un moment, on ne sait pas. C'est peut-être comme le chien qu'elle va acheter dans une animalerie. On ne sait pas. C'est une extension d'elle-même. C'est une propriété. C'est quoi? Tu ne peux pas parler à un être qui est d'origine divine comme elle a parlé. C'est que pour elle, c'est pas ça. C'est pas ça. Par contre, si tu as intégré ça, tu regardes différemment l'être humain qui est en face de toi. Et du coup, toutes ces histoires de oh, il parle pas comme moi, il cuisine pas comme moi, il n'a pas la même figure que moi, tout ça, c'est pas important puisque tu vois la personne, je dirais, à une échelle qui est différente. C'est la base, sans pour autant, et c'est pas, bien sûr, il ne faut pas retomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire de voir des systèmes qui sont uniquement centrés, organisés autour d'un clergé, autour du religieux. Mais nous avons perdu le sens du sacré. Donc si notre prochain, et souvent notre prochain, c'est notre parent, c'est notre frère, notre sœur, c'est notre enfant, il n'est pas sacré, eh bien on va lui parler comme si c'était de la merde. Mais quand tu insultes un autre être humain, tu t'insultes toi-même. Et on en revient à cette sagesse. Donc, on revient à mon copain taxi, là, qui disait, oui, voilà, le manque de respect, le manque de courtoisie, quand les femmes qui sont les pires. Non, il est en train de dire une chose, il est en train de dire que les êtres humains se traitent comme de la merde. Tout le monde se parle comme si on était juste des obstacles. T'es un obstacle sur mon chemin. Et c'est pour ça que c'est bien gentil d'accuser toujours les gouvernements, les systèmes, etc. De dire oui, alors c'est les élites qui sont des élites comme si ceci. On est d'accord, les élites sont des gens, sont les rois de la barbaque. Eux, ils ont commencé déjà à être comme ça fait longtemps. Il y a longtemps qu'ils ont rejeté Dieu. Mais quelque part, c'est déjà, ça commence chez nous, le problème. Ça commence en nous, dans nos comportements les uns avec les autres. Donc si on se change nos comportements, si on réintroduit le sacré dans la vie, tout change. L'attitude change qu'on a les uns avec les autres. Et donc, j'en reviens à ce pays où j'ai été, où il y a encore des traces. C'est en train de disparaître. C'est en train de disparaître. Pourquoi? Parce que la vie moderne fait que tout ça disparaît. C'est-à-dire que c'est un rouleau compresseur. Le matérialisme de la société commerçante, je suis désolé, ça peut paraître facile de dire d'attaquer ça, mais ça ne fonctionne pas. Sinon, pourquoi pas? L'argent, c'est que de l'énergie. C'est comme l'essence que tu fous dans ton moteur. Il y en a besoin. Et c'est un système comme un autre d'échange entre les hommes. C'est pas mal. C'est pas le problème de l'argent. Si tu supprimes l'argent, de toute façon, ça ne fonctionnera pas mieux. C'est pas la question. La question, c'est que quand le système ne fonctionne que pour l'argent, que par des systèmes du matériel, c'est là que ça coince. Parce que l'homme ne se nourrit pas que de pain. Donc, ce monsieur qui hier me transportait, il souffrait. Il m'a dit, mon travail est dur. C'est un travail qui est dur parce que les gens sont difficiles, les gens sont impolis, les gens sont discourtois, les gens... C'est ça qui le gênait dans son travail. C'est pas le fait de conduire, d'aller à droite, de transporter les gens. Ça le gênait pas. C'est ça qui le gênait. Et c'est là où le problème, il est là. Donc, quelque part, on en regarde toujours la même chose. On pourra changer le système. On va dire, on a trouvé quelqu'un là, attends, alors c'est tel ou tel, c'est Xander, c'est n'importe qui, on va mettre en place son système. Mais non, ça va foirer. Parce que la base, c'est toi, c'est moi. C'est-à-dire que c'est les comportements qu'on a. Mon gars, ma fille, c'est ça. C'est ça la base. Et si on change nos comportements, notre façon de regarder l'autre, alors tous les problèmes qu'on est là en train de dire, oui, machin, le port du voile, mais c'est quoi ces conneries? Si la personne a envie d'avoir son voile, et qu'est-ce que ça te regarde? Ça empêche de faire la gymnastique? T'as décidé ça, toi, que ça empêchait de faire la gymnastique? Et moi, j'ai dit une chose, la gymnastique, j'en ai quasiment jamais fait.
Les profs que j'avais en gymnastique, ils n'avaient rien compris au fonctionnement de l'énergie dans le corps humain. Ils auraient dû aller faire un tour. Ils étaient gentils, hein, mais ils étaient très cons. Je suis désolé, j'en ai vu des très gentils, mais là, peut-être ils ont changé parce que ça y est, ils ont commencé à s'ouvrir à la sagesse, à la philosophie, à la médecine alternative et orientale. Ils commencent à savoir comment ça fonctionne. Il y en a plein qui sont en train de changer. C'est super. Mais à mon époque, non. C'était on pousse le gamin. Allez, t'es fatigué. Non, mais continue de courir. J'avais des crampes. Ah non, moi j'ai dit un truc là. Ne me mettez pas dans ces conneries, hein. Parce que visiblement, le corps humain, ils n'ont pas compris, hein. Mais aujourd'hui, là, sur la plage du sud de la France, où l'eau fait 14,5 degrés, j'étais le seul qui a nagé 20 minutes dans l'eau. Oui, pourquoi? Parce que moi, le petit crevasson, d'autrefois, qui se faisait dispenser parce que ça, de toute façon, ça me faisait braire, mais je fais plus de sport à plus de 50 ans que la plupart des gars qui étaient sur la plage, qui avaient 15 ans, 20 ans, 25 ans. Parce que ça vient du mental. Parce que quand tu commences à regarder comment fonctionne ton corps, et les philosophies et les sagesses extrême-orientales te le font comprendre, tu comprends que tu peux effectivement travailler avec ton corps. Tu peux faire des choses extraordinaires. Mais est-ce qu'on a appris, on m'apprenait en tant que gamin à faire du sport, à comprendre mon corps, à respirer. Déjà, il y a une chose, on t'apprend à respirer dans le yoga, dans tout ce qui est extrême oriental. Ils ont tout compris. Le souffle, c'est comme l'esprit. C'est le qi. Hein, tu sais, on appelle ça le qi en chinois. Ça veut dire souffle, esprit. C'est la même chose. Kinema, voilà, c'est le souffle, c'est l'esprit. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que quelque part, il y a une force dans ton souffle. Tu joues avec ton souffle, tu peux faire des prouesses. Mais là, est-ce qu'on apprend à nos gamins? Alors, on commence à s'y mettre. Heureusement, ça change. Mais à mon époque, non. Donc, tu vois, on dit, ah, mais non, mais ça, ça empêche de faire de la gym, porter un vêtement comme ci, comme ça. Mais moi, je te dis que non. C'est des conneries. C'est des prétextes. C'est quelque chose qu'on a fabriqué bien pour t'emmerder. Pour emmerder une catégorie de personnes et commencer à mettre en place. Donc, c'est pour ça que je te dis, un esprit qui est différent de celui que j'avais connu dans ma jeunesse, qui était intégrateur. Là, on est dans un système de désintégration. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on veut? Quel genre de guerre veut-on nous faire faire? Vers quoi va-t-on? Visiblement, ça fait un certain temps qu'on nous prépare à nous faire la guerre les uns contre les autres. Seulement, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, cette vision du monde, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est toujours pareil. On vient toujours prendre les êtres humains par le bas. Comme si on était tous des tas de viande, des animaux. Alors que moi, je dis qu'on est tous pareils. On est tous frères. Parce qu'on est tous des âmes incarnées. Et donc, si tu pars de ça, tu peux construire un monde où on n'est pas en train de se détester et de se foutre sur la gueule toutes les 5 minutes et de s'insulter. Parce que tu sais très bien que tu ne peux pas insulter toi-même. Parce que l'autre qui est en face de toi, donc on en revient à cette histoire du chauffeur de taxi, le gars il entre avec sa femme, il le traite de bico. Bah oui, mais il est en train de s'insulter lui-même. Le bico c'est lui. Il est en train de se cracher sur lui-même. Parce que quelque part, l'autre en face de lui, c'est lui. Il ne le sait pas. Et ça, on n'apprend pas ça aux gens. Mais tu ne peux l'apprendre aux gens que si tu passes par le métaphysique, par l'identification de ton essence. Donc, si on veut vraiment avoir une humanité qui change et où on a des rapports différents, il faut effectivement qu'on mette en place ce sacré minimum. Et moi, je vois que quand même, chez les gens qui sont, que ce soit les gens du livre, les chrétiens, les juifs, les musulmans, on va voir, les bouddhistes, il y a quand même quelque chose de différent. Et la reconnaissance de cette étincelle divine. Quelque part, il faut qu'il y ait ce minimum. Alors on va dire, il y a des risques. Oui, il y a toujours des risques. De toute façon, il n'y a jamais de position qui est sans risque. Il faut toujours prendre des risques. On met en place on a essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Ça nous amène dans le gouffre. Ça nous amène à nous déchirer comme des animaux. C'est une forme de cannibalisme que nous vivons actuellement. C'est un cannibalisme social. Tu le vois sous tes yeux, tu as une nouvelle race de seigneurs qui vient d'émerger. Ce sont les gens qui sont à la tête, tout en haut des entreprises, de la finance, dans les banques. Ces gens-là, ils te regardent comment? Ils te parlent comment? C'est une nouvelle caste de seigneurs. Ce sont les serviteurs, les valets des rois de la barbaque qui sont tout en haut de la pyramide. Et toi, tu es tout en bas. Demain, ils peuvent faire que sur ton compte, il n'y a plus que des zéros. Demain, ils peuvent t'emmerder à tous les niveaux. Parce qu'ils ont tous les pouvoirs. Tout a été mis dans leurs mains. Et cette société-là ne fonctionne pas. C'est une société qui crée beaucoup d'agressivité. On a créé des systèmes urbains, hors dehors des villes, pour parquer les gens.
Est-ce que c'est normal de parquer les êtres humains à certains endroits, de les éloigner de l'endroit où on estime que là, il y a des gens qui sont des gens aisés, il ne faut pas les mélanger? Est-ce que c'est normal? C'est une société qui est profondément inhumaine, inégalitaire, et qui fonctionne sur le cannibalisme social. Nous vivons dans un monde de cannibales, mais c'est pas, on ne bouffe pas les gens, encore que. Il faudrait regarder de près, hein, parce qu'ils se payent le luxe aussi d'aller jusque-là. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais le cannibalisme social, il existe. On est en plein dedans. Parce que dès que tu as décrété que l'être humain, c'est juste un animal intelligent, et que finalement, c'est la loi du plus fort, le darwinisme social, toutes ces conneries, eh bien, on a une société qu'on voit actuellement, et où c'est un enfer sur la Terre. Alors, je ne dis pas que les pays qui sont... j'en reviens à ce pays là, que j'ai quitté à regret, la Thaïlande. Je ne dis pas que c'est forcément le top. Et ils sont en train de se battre aussi. Chacun veut avoir sa troisième voiture, sa quatrième voiture, etc. Ils sont en train de partir en vrille, mais royalement. Et je ne peux pas leur expliquer, tu ne peux pas leur expliquer parce qu'ils pensent, même quand ils vont faire leur dévotion devant les temples, ils vont faire leur dévotion, ils demandent des choses matérielles. Moi, à chaque fois, j'ai demandé, mais il t'a demandé quoi? Et c'était toujours des trucs matériels. Et quand j'essaye un petit peu de parler de la spiritualité, le bouddhisme, ça part en sucette, ça part en sucette. Et là, à un moment, je vois arriver les bonzes avec leur tenue safran. Alors, t'es mort de rire. Ils arrivent devant la boîte, ils ouvrent la boîte. C'était la boîte où, tu sais, on met les sous. Tu mets les sous parce qu'après, tu vas prendre un petit bouquet, un petit machin, un truc avec de l'encens pour faire brûler. Ils venaient carrément lever les compteurs, les mecs. Les mecs venaient lever les compteurs. Oh purée, ben voilà, t'as tout compris. T'as tout compris. Donc là aussi, ça part en couille, ça part en sucette, tu peux rien. C'est normal, parce que le matérialisme, c'est un rouleau compresseur. Et donc, on enlève ça même aux peuples qui ont... Alors, ils ont encore les traces de cette politesse, cette courtoisie. On respecte l'ancien, on le garde à la maison, on s'occupe de lui. Il y a encore, mais dans 30 ans, on en sera où? Mais ils seront comme nous. Ils seront comme nous, pire peut-être. À insulter leurs gosses, à les traiter comme de la merde. Et à se parler les uns les autres très mal. Il n'y a pas de grande révolution à faire, les armes à la main. Non, 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 il n'y a pas à descendre dans la rue et à se mettre à hurler avec des pancartes. Non, ça ne changera rien. Il n'y a pas à prendre les armes et à aller... c'est vrai que ça ferait du bien, Marc, s'attaquer à nos banquiers et couper quelques têtes. Hein? Ce serait sympa, mais c'est juste, c'est faire ce qu'on a fait pendant la Terreur, la Révolution française. Ça a amené à quoi? À que dalle. C'est pire, parce que ça, c'était instrumentalisé par les rois de la barbaque, justement, soi-disant pour nous libérer. Mais ils ont mis autre chose en place, qui était pire. Pire que les rois, pire que les reines. Des démocraties factices, totalement manipulées. La révolution, si on veut la gagner, elle se fait à l'intérieur de nous, de chacun d'entre nous. Le changement, il commence là. Le changement, il est par regarder l'autre comme on est soi-même. Si tu traites l'autre comme un prince ou une princesse, tu te grandis toi-même. Tu reconnais ton essence princière, ton essence royale, ton essence divine. C'est là que ça commence. C'est là que commence toute l'aventure humaine. Tout le changement de nos sociétés à venir commence là et pas ailleurs. C'est pas dans des grands mouvements. Faire des marches, comme a fait Mao, où au passage, d'ailleurs, on perd plein de gens. Il y a du cannibalisme, des horreurs. Non, 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 non. Ça ne changera rien. Ça commence à l'intérieur de toi. L'endroit où j'irai, où tu as la bombe atomique la plus puissante, elle est en toi. Dans le changement que tu as au jour le jour de ton comportement. Que ce soit avec tes enfants qui sont une projection, une sorte d'idéalisation de ce que tu voudrais être, de ce que tu aurais pu être et de ce que tu voudrais qu'ils soient. Que ce soit dans les rapports que tu as autour de toi, quel que soit le métier que tu fais, aussi modeste soit-il, tu peux y apporter un comportement différent qui va faire que tu vas te comporter en roi et en reine. Les gens ne le verront pas. Ils vont dire, oh, il est trop gentil, elle est trop gentille. Mais tu sais que petit à petit, d'une façon absolument invisible, si tout le monde fait ça, la terre entière sera changée. Certaines actions ne seront plus possibles. Certaines guerres ne se feront plus. Les armes tomberont des mains dans certains cas. Certaines décisions ne pourront pas être prises. Certaines substances ne pourront pas être administrées aux gens. Certains poisons ne pourront pas être mis dans les aliments, dans la terre, dans les airs. Il y a des choses qui ne pourront plus se faire. Et donc, c'est là la base. Tout commence à l'intérieur de nous.
Et c'est tellement plus puissant. C'est plus puissant que la plus puissante des bombes atomiques. Ce que tu as, toi, comme capacité de changer le monde en te changeant toi-même, en ayant un comportement différent, tu ne sais même pas à quel point c'est d'une puissance extravagante. Parce que s'il y en a un comme toi, il y en a 100, il y en a 1000, il y en a 100 000, puis 1 million, 100 millions, tu changes déjà totalement un pays. Et puis après, c'est la terre entière qui est changée. Pour moi, c'est la solution. La solution, elle est là. C'est pour ça que toutes les grandes idéologies se ramassent la gueule. Toutes. Il n'y a pas d'idéologie qui va venir nous sauver. Il n'y a pas de système nouveau qu'on pourra mettre en place. C'est de la foutaise. On sait tous au fond de nous comment changer les choses. Et ça commence à l'intérieur de soi-même, de chacun d'entre nous. Et c'est déjà une immense victoire. J'aurais pu me lever et parler à cette mère de famille, mais ce n'est pas mon rôle. Je n'en ai pas le droit. Parce qu'elle a l'autorité parentale sur ses enfants. C'est elle le parent. Donc j'ai assisté à cette scène et j'avais mal au cœur pour les enfants et j'avais mal au cœur pour cette femme, pour ce qu'elle était en train de se préparer. Et du fait que sur cette plage où il y avait un soleil merveilleux parce que l'eau est froide mais il fait déjà très bon, eh bien tout était sombre. C'est comme s'il y avait des gros nuages noirs autour de nous et qu'il faisait froid. C'est ce qu'elle a apporté par cet univers mental qu'elle a projeté au dehors d'elle et qui est devenu notre réalité à tous, la réalité de ses enfants et à nous qui étions autour de moi, autour d'elle, puisque je voyais d'autres personnes qui étaient un petit peu gênées, qui ressentaient cette espèce de... Parce que tu sais, quand je te parle d'énergie, c'est vrai, nous sommes faits d'énergie, mais quand tu es de mauvaise humeur, tu envoies des vagues d'énergie à l'intérieur de toi, des vibrations énergétiques. Et tout le monde a été impacté. Et d'un seul coup, sur la plage qui avait le soleil, c'était la nuit. Et bien là, tu as tout compris. La nuit que nous avons sur la Terre actuellement, elle vient de tout ce que nous avons projeté depuis notre intériorité. Et ça, c'est un grand principe. C'est vraiment une grande découverte. Donc, à partir de là, quand on a compris ça, on a compris qu'on a enfin, on a trouvé le levier pour soulever la Terre entière, soulever la planète entière. Et c'est extraordinaire. C'est un truc de fou. Je te dis à très bientôt.